Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'articulation entre la formation d'éducateur de jeunes enfants et sa vie personnelle à côté. En fait, je vous avais demandé de me poser vos questions en lien avec la formation, les stages, tout ça en formation d'éducateur de jeunes enfants. Et je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de questions plus en lien entre l'articulation de cette formation et sa vie personnelle. Donc je me suis dit que je pourrais répondre à vos questions dans cette vidéo. Avant de commencer, si ça vous intéresse de passer les sélections d'admission pour entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes qui vous permet de vous préparer depuis chez vous à ces sélections. Et si vous voulez l'avoir, il est gratuit, je vous mets le lien en description et vous pourrez aller le télécharger. Alors, la première question que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'il sera possible, est-ce que j'aurai le temps d'avoir des activités extrascolaires en plus de la formation d'éducateur de jeunes enfants? Alors moi je dirais que oui, mais il faut faire un petit peu attention à la régularité. Donc je vous explique un peu. Moi pendant la formation, j'ai eu le temps d'avoir des activités extrascolaires. Souvent c'était des activités plutôt ponctuelles. C'était voilà, des sorties entre amis, des soirées, parfois j'allais à la piscine, mais la piscine c'est pas des cours avec une régularité. Donc voilà, quand c'était ponctuel comme ça, c'était assez facile à organiser. Et c'est important d'avoir ce type d'activité un petit peu extrascolaire pour pas faire une overdose de toujours formation JE, lecture JE, stage JE, on est toujours là-dedans et parfois avoir aussi d'autres activités, ça permet d'en sortir un peu pour mieux y revenir. Donc voilà, faire attention à pas ce burn-out d'informations, je sais pas comment dire, cette overdose. C'est vraiment important de pouvoir avoir ces temps-là. Le problème, c'était plutôt pour tout ce qui était de la régularité. Par exemple, j'ai essayé une année de faire du badminton, sauf que vu que c'était des cours collectifs, il y avait des temps, des séances imposées, et c'était très compliqué en fait de pouvoir y aller parce que quand j'étais en cours, parfois les cours finissaient plus tard, parfois j'avais des temps où on se retrouvait avec des amis pour travailler sur un dossier de groupe, des choses comme ça, donc j'arrivais pas à y être à l'heure, même s'il y avait plusieurs séances, sinon c'était trop tard et j'étais fatiguée, donc j'avais pas envie d'y aller. Et sinon, quand j'étais en stage, soit j'étais en stage dans la même ville, c'était pas souvent, mais j'aurais pu y aller, sauf que mes horaires de stage changeaient chaque semaine. Et puis sinon, j'étais en stage parfois dans une autre ville, enfin je devais partir dans d'autres régions, départements, donc je pouvais pas venir y assister. Donc quand on s'engage sur une année avec une association pour faire du sport ou des choses comme ça, si on est à plusieurs endroits ou si c'est à une heure fin d'après-midi, c'est pas toujours facile de pouvoir y aller parce que nos horaires vont complètement changer et parfois on sait qu'on va avoir un nouveau stage qui va commencer mais on sait juste pas nos horaires. Par exemple, quand j'ai fait mon stage dans la protection de l'enfance, parfois je terminais à 22h, donc je pouvais pas avoir d'autres activités en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut anticiper. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi sur certaines choses que j'aurais aimé faire parce que je savais que j'aurais pas le temps de le tenir régulièrement et du coup je faisais pas. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment avoir des activités qui nous font penser à autre chose parce que sinon on est tout le temps dans le nez dans le guidon en fait et on n'arrive plus à prendre du recul pour pouvoir se remettre vraiment dedans. Donc c'est important d'en faire, mais il faut trouver les bonnes façons de s'organiser, les bonnes choses qui vont rentrer dans notre calendrier. Ensuite, l'autre question que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un job étudiant ? Alors techniquement oui, c'est possible, mais là aussi il faut faire attention aux horaires parce que puisque vous aurez des temps en cours, des temps en stage, si vous restez dans le même département, la même région, ça peut s'organiser. Si votre stage est ailleurs et que vous faites des allers-retours, ça peut devenir compliqué si vous trouvez quelque chose sur les week-ends. Mais si c'est en semaine, là il faudra prendre en compte le fait que vos horaires de stage peuvent changer. Si en cours vous avez l'habitude de finir à 16h30, peut-être qu'en stage vous finirez à 18h30, 19h. Donc c'est compliqué d'anticiper et d'avoir le temps pour un job étudiant sur voilà, les créneaux de soirée ou de matinée parce que nos horaires changent tout le temps. Ce qu'il faut faire attention aussi avec un job étudiant, c'est que quand vous avez fait 8 heures de stage en crèche par exemple et que le soir vous devez enchaîner avec 4 heures je sais pas, dans la restauration, vous risquez de vous épuiser. Et c'est important de pouvoir bien vivre ses études et voilà, si on a besoin d'un job étudiant, c'est tout à fait compréhensible, mais le problème, c'est que si en stage, après, le lendemain, vous n'êtes pas assez en forme pour être auprès des enfants,
les 8 heures vont être très longs de stage et quand vous allez accumuler la fatigue, vous allez même peut-être avoir des accidents. Et c'est ça qui est dangereux parce que on est avec des jeunes enfants. Être un peu fatigué, pas faire attention, s'entraver et avoir un bébé dans les bras, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc il faut pas non plus s'épuiser à la tâche. 8 heures auprès des enfants, les personnes qui le font, qui ne sont pas en stage, c'est leur métier, c'est fatigant. Donc s'il faut enchaîner le soir avec autre chose, faites bien attention que ça ne soit pas quelque chose qui vous épuise sur du long terme parce que vous allez juste faire un burn-out de tout, de la formation, de tout ça, et c'est pas le but. Donc l'idéal, ça reste, je pense, des jobs étudiants qui sont plutôt le week-end. Vous avez eu votre semaine de cours, de stage, ça a été un peu fatigant, mais le week-end, voilà, vous avez pas à réenchaîner sur ça tout de suite. Je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui le faisaient et qui, voilà, les samedis matins, aller faire des marchés, des choses comme ça, c'est plus facilement possible. Et sinon, en semaine, le soir, si c'est une fois par semaine et que c'est voilà 2-3 heures, ça peut s'envisager. Si c'est tous les soirs, ça va devenir vraiment trop fatigant, je pense. Et encore une fois, si vous êtes sur plusieurs régions, départements, voilà, pour votre vie personnelle, pour vos cours, pour vos stages, ça va devenir compliqué d'avoir une régularité et de pouvoir s'engager dans un contrat. Par exemple, il y a pendant 1 an de la formation, j'avais ma famille dans un département que j'allais voir régulièrement, j'avais mon école dans un autre département et j'avais mon stage dans un autre département où j'avais un logement. Et je passais mon temps sur la route en fait, sur ces moments-là. Donc c'était compliqué pour moi de trouver un job étudiant en parallèle. Et c'est pour ça que mes stages qui étaient gratifiés, j'ai tenu à mettre un maximum de chances de mon côté pour être gratifiée, pour que mes temps de stage, de travail en stage, soient pas rémunérés, parce que c'est pas vraiment une rémunération, mais un peu compensés. Et ça me permettait d'être vraiment concentrée sur les études et de pas m'éparpiller dans plusieurs travails étudiants en parallèle. Alors je sais que c'est vraiment pas facile, mais une fois que vous serez en formation, vous comprendrez que le rythme est assez intense, surtout avec l'alternance, et dès qu'il est question de régularité, ça peut devenir compliqué dans son organisation. Ensuite, du coup, la troisième question que vous m'avez posée, c'est comment ça se passe pour les vacances. La personne, elle me disait, j'ai entendu qu'il fallait négocier avec le patron. Alors, déjà, il faut comprendre que quand la formation en milieu professionnel se passe en stage, le calendrier est établi par l'école avec nos périodes de cours, nos périodes de stage, nos périodes de vacances. Donc elles sont un peu imposées par le calendrier de l'école. Donc vous n'avez pas à négocier, elles sont imposées. Ce qui peut se passer parfois, par contre, c'est que dans le calendrier de l'école, on vous dise, bah voilà, pendant ta période de stage là, tu devras poser 1 semaine de vacances, mais tu vois avec le lieu de stage. Donc à ce moment-là, on voit avec le lieu de stage en disant, bon bah j'ai 1 semaine à poser, c'est écrit dans la convention, à quel moment je la pose. Vous pouvez dire, moi j'aurais besoin de la poser à tel moment, et puis le lieu de stage peut vous dire, bah à tel moment en fait il y a ça qui se passe, ça qui se passe, ça qui se passe, ce serait bien que tu sois là. Enfin voilà, dans ce sens-là ça se négocie, mais vous n'avez pas à forcer, normalement vos vacances elles sont un petit peu prises en compte. Par contre, quand votre période de formation en milieu professionnel c'est en apprentissage, là vous êtes sous le statut d'apprenti. Vous êtes donc un salarié, un employé de votre employeur qui vous paye la formation. Et à ce moment-là, comme tous les salariés, vous allez cumuler des congés payés et vous aurez 5 semaines par an. Et donc ces 5 semaines, comme un salarié, là il va falloir déterminer selon l'établissement quand est-ce qu'il ferme peut-être pour poser vos semaines de vacances au moment des fermetures. Souvent en crèche par exemple c'est ça, c'est 3-4 semaines en été et 1 semaine à Noël et parfois une autre qui se balade dans l'année sur les vacances scolaires. Mais bon ça c'est dans ce cas c'est pas vraiment vous qui décidez. Et sinon c'est à voir peut-être avec l'équipe qui travaille, que tout le monde pose pas ses congés en même temps pour que le service, enfin ça continue de tourner, donc là peut-être à ce moment-là il faudra les négocier, mais voilà, en tant qu'apprenti on est comme un salarié à cumuler des congés payés avant de pouvoir les poser, donc peut-être qu'à ce moment-là, peut-être l'aspect négocier avec son patron, c'est peut-être ça qui a été sous-entendu, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, si la personne qui m'a posé cette question a envie de la reformuler ou de m'en dire un peu plus, elle peut le mettre en commentaire et je vous répondrai. Ensuite, quatrième question, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour s'organiser ? Alors, j'ai fait une vidéo sur les fournitures pour la rentrée en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Je vous mets le lien dans la fiche et dans la description. Et voilà, vous pourrez voir un petit peu tout ce que j'en dis. Je vais un petit peu plus loin, mais je vais vous récapituler, je pense, quelques éléments qui me semblent importants. Déjà, l'organisation, c'est quelque chose qui est différent entre chaque personne. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin dans votre organisation ?
Pour moi, je pense qu'il y a quelques éléments qui sont clés. D'abord, d'avoir de quoi prendre des notes en cours. Ça, c'est important, que ce soit papier, que ce soit ordinateur, vous aurez besoin de ça. Je pense qu'il faut aussi un agenda pour pouvoir s'organiser avec toute cette alternance de semaines, de cours, de stages, de dossiers à rendre, à quel moment il faut faire quoi. Un agenda, ça aide pas mal à savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Dans la vidéo sur les fournitures, je vous parle pas mal de ma vision de l'agenda et que pour moi, un agenda numérique, c'est vraiment ce qui est le plus efficace, mais c'est encore une fois ma propre organisation. Je sais qu'il y a certains, c'est l'agenda papier. Moi, juste l'agenda papier, je n'arrive pas à l'ouvrir, je ne regarde jamais à temps, donc ça ne me sert à rien. Donc plutôt qu'insister, je préfère passer sur un outil qui me convient. Il faut trouver ce qui vous va le mieux. Et puis ensuite, pour pas être débordé, le mieux c'est d'anticiper au maximum. Il va falloir par exemple anticiper l'écriture d'un dossier. Imaginons que vous êtes en semaine de cours, vous savez que vous aurez tel dossier ou telle partie de dossier à rendre pour la prochaine fois, vous allez partir 3 semaines en stage. Pendant ces 3 semaines, il va falloir avancer dessus. Et c'est bien que vous l'ayez en tête avant. Si vous savez que ces 3 semaines qui sont intenses, peut-être les week-ends, vous calez des créneaux pour pouvoir avancer dessus. Le mieux, c'est d'anticiper au maximum parce que si vous vous retrouvez le dimanche soir à écrire le dossier rapidement pour le lundi, c'est pas ce qui va être le plus efficace. Donc, tous ces outils pour s'organiser, le but, c'est vraiment d'anticiper au maximum. Et je sais que je ne suis pas la seule, on est nombreux à vouloir un peu travailler à la dernière minute parce qu'on est plus efficace. Sauf que pour pouvoir travailler à la dernière minute, il faut avoir vraiment anticipé beaucoup de choses avant. Il y a plusieurs types de personnes qui travaillent à la dernière minute. Personnellement, je sais que j'aurais fait mes fiches de révision, par exemple, au fur et à mesure et qu'à la dernière minute, je réviserai, mais l'étape de fiche de révision m'aura fait déjà avoir pas mal d'infos, mais des personnes qui font les fiches de révision au dernier moment, par exemple la veille d'un devoir, ça sera pas la même façon de travailler. Donc chacun s'organise comme ce qui lui semble bon, ce qui lui semble efficace pour lui, mais vraiment le mot-clé c'est de pouvoir anticiper au maximum pour être organisé. Là je vous parle des dossiers, mais ça va être pareil pour la recherche de stage par exemple, de pas hésiter à s'y prendre à l'avance pour pouvoir trouver le stage qui correspond au mieux à nos objectifs, à nos envies. Et puis aussi peut-être de lire par exemple, lire certains livres et faire des fiches de lecture dessus, même si pour l'instant on n'en a pas encore besoin, mais au moment où on devra écrire un dossier, on pourra se référer à notre fiche de lecture plutôt que de devoir relire tout le livre à ce moment-là. C'est des petites choses comme ça qui font qu'en anticipant au maximum, quand la date butoir arrive ou les choses arrivent, on n'est pas submergé parce qu'on a fait un travail de fond sans s'en rendre compte avant. Donc voilà, et j'ai une dernière question qui est un petit peu en lien avec celle qu'on vient d'aborder. Une personne me disait j'ai peur de pas trouver comment m'organiser, comment est-ce que je peux faire. Il y a 2 mots-clés à retenir, c'est tester et anticiper. Alors anticiper revient parce que, voilà, je vous expliquais pourquoi c'était essentiel, mais tester c'est aussi important parce que chacun est vraiment différent dans son organisation et il faut que vous trouviez la vôtre, celle qui vous correspond le plus. Donc l'idéal c'est de tester des supports, des choses, de se dire peut-être pendant 2 semaines je teste de prendre mes notes sur ordi de cours et je vois ce que ça donne. Si je vois que je suis perdue, finalement je repasse pendant 2 semaines à la main et j'essaie de comparer pour trouver ce support, cette façon de faire qui me convient le mieux. Et c'est comme ça, en expérimentant, en testant, qu'on trouvera ce qui nous correspond. Et c'est exactement ce qui se dit dans les pédagogies nouvelles, hein. La méthode Freinet, c'est ça, c'est de pouvoir tâtonner, expérimenter, être confronté à ces erreurs pour pouvoir re-expérimenter et retrouver la solution qui nous correspond. Et puis anticiper parce que c'est vraiment ce qui nous aide à ne pas être submergé, surtout quand on a par exemple une vie familiale qui est chargée à côté ou tout le monde n'a pas la même vie en formation et c'est ce qui est aussi super chouette, mais du coup chacun aura vraiment son organisation différente. S'il y a des enfants à aller chercher à l'école, si il y a des choses à prévoir le week-end, des jobs étudiants, tout le monde n'est pas pareil face à sa vie, donc l'organisation va être différente selon chacun, donc il faut tester et anticiper au maximum. C'est vraiment les 2 mots qu'il faut retenir, je pense. Donc voilà pour cette vidéo. On n'est pas tous pareils façon d'éducateurs de jeunes enfants par rapport à l'articulation entre notre vie perso et notre vie pro, notre vie en formation. Donc il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont job étudiant, chacun a un petit peu ses petites particularités et il faut pouvoir s'organiser avec tout ça. Pour ça, il y a des outils qui peuvent aider, comme un agenda s'il est bien utilisé ou des gestionnaires de tâches, ça aide aussi beaucoup. Mais le mieux, ça va être
être de tester différents outils, différents supports et de trouver l'organisation qui vous convient. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous intéresse d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et de vous préparer aux sélections, j'ai créé aussi une prépa en ligne et vous pouvez réserver vos places dès cet été. Je prévois plein de surprises pour les personnes qui réservent leur place dès maintenant. Vous aurez des bonus offerts, vous aurez aussi un appel individuel avec moi supplémentaire. Donc voilà, il y a tout ça qui se passe pour les personnes qui réservent dès cet été et la prépa en ligne pourra commencer à partir de début septembre. On commencera les cours à ce moment-là. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants.